Je viens devant vous faire l'aveu de ma trahison, à la face des dieux et des hommes. J'ai trahi mes engagements envers mon roi et la confiance de mon ami Robert. J'avais juré de protéger et de défendre ses enfants, mais avant même que son sang ne soit devenu froid, j'ai comploté d'assassiner son fils et de m'emparer du trône pour moi-même. Que le grand Septon et Baelor le Bienheureux me soient témoins de ce que je vais dire. Joffrey Baratheon est le seul véritable héritier du trône de fer. Par la grâce de tous les dieux, le seigneur des 7 couronnes et le protecteur du royaume. Plus nous péchons, et plus nous souffrons. Cet homme a confessé ses crimes devant les dieux et les hommes. Les dieux sont justes, mais Baelor le bien-aimé nous a appris qu'ils peuvent aussi être miséricordieux. Qu'est-ce que nous devons faire de ce traître, Majesté? Ma mère souhaite que je laisse Lord Stark rejoindre la garde de nuit. Privé de tout titre et de tout pouvoir, il servirait le royaume dans un exil définitif. Et ma chère Lady Sansa a imploré pitié pour son père. Mais elles ont de faibles cœurs de femmes. Tant que je serai votre roi, la trahison ne restera jamais impunie. Sœur Eileen, apportez-moi sa tête. Ne le tuez pas, arrêtez! L'assassinat Oui. de Ned Stark, donc là vous en parlez dans votre ouvrage Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. Là je crois que c'est pas Nietzsche mais Kant que vous convoquez pour expliquer ce personnage qui disparaît trop vite. Oui, alors Game of Thrones, pour tous vos auditeurs, c'est clair qu'on sent bien que c'est une série qui offre la possibilité de réfléchir à de la philosophie politique. Ouais. Mais en fait, ça permet aussi de se poser des questions de métaphysique, mais aussi des questions de philosophie morale. Et en l'occurrence, la saison 1, à mon sens, offre toute une discussion de la morale déontologique kantienne qui est incarnée par ce personnage de Ned Stark, pour lequel, notamment, le mensonge est parfaitement immoral. Il a choisi, au nom de cet impératif catégorique kantien, de ne pas sacrifier Cersei et ses enfants et de lui laisser le temps de fuir. Enfin, c'est un homme parfaitement moral au sens kantien. Et malheureusement, dans l'extrait que nous avons entendu ensemble, il a cédé au conseil conséquentialiste de Lord Varys et il fait un mensonge pour la première fois de sa vie, pensant que de ce mensonge va résulter des conséquences pour lui favorables. Et on le voit bien qu'il ment. Il n'a pas trahi son roi, ce n'est pas vrai. Joffrey n'est pas le roi légitime, ce n'est pas vrai. Par ce mensonge, il pense sauver sa vie. Et en fait, on voit bien que le mensonge, comme le dit Kant, il aurait dû rester fidèle à Kant. Oui, enfin, il serait mort quand même. Il serait mort quand même. Non, parce que je pense que Joffrey avait besoin de cet aveu public de Ned Stark. Il lui offre sur un plateau. S'il n'avait pas parlé, peut-être ne serait-il pas mort. Peut-être serait-il resté dans les geôles de King's Landing et peut-être Joffrey lui aurait trouvé une autre fonction, mais il avait besoin de cet aveu public qui fonde sa légitimité pour le peuple de Port-Réal. Donc c'est pas sûr. En tout cas, même s'il était mort, au moins il aurait préservé sa moralité. Là, il perd tout. Il perd son sens moral et il perd la partie. Donc Kant, dans l'analyse qu'il fait, un peu polémique avec Benjamin Constant, scène qu'on retrouve du droit de mentir par humanité. Il y a une scène avec
Jaime Lannister, qui est la famille opposée, une famille plutôt conséquentialiste, et Ned Stark se bat avec Jaime, une vraie disserte de philo, quoi. Ils se battent tous les deux, et Ned affirme un déontologisme qui peut paraître terrible. Il dit que Jaime n'aurait jamais dû tuer le roi fou, quand bien même ce roi fou s'apprêtait à tuer toute la population de King's Landing, parce que le meurtre est immoral. Le roi fou aurait tué la ville, certes, mais Jaime n'était pas responsable du mauvais usage que le roi fou allait faire de sa moralité s'il avait choisi de ne pas tuer le roi. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Non. Si. En fait, c'est vraiment... je ne sais pas si j'arrive à le démontrer, mais cette série est d'une richesse philosophique incroyable. Je pense à Tyrion Lannister, le nain, qui au début semble sans foi ni loi. On verra que c'est plus complexe. Vous nous dites qu'il est spinoziste. Oui. Alors, quel rapport entre le nain Lannister et Spinoza ? Il est sur un point, en tout cas, qui est la question qu'il a au regard de tout ce qui est la superstition. En fait, je parle de Tyrion dans un moment où il est confronté à Jon Snow, un autre personnage. Ils se trouvent tous les deux sur un mur. Ça aussi, c'est très intéressant à analyser, ce mur qui sépare la civilisation du monde sauvage et des autres, on ne sait pas bien ce que c'est. Et il y a des légendes qui courent, et Tyrion dit que pour lui tout ça ce sont des fables, ce sont des chimères. Et il se rend compte qu'en fait les hommes font délirer la nature, les hommes font délirer les choses lorsqu'ils ne les comprennent pas, et en vérité ils prêtent des causes divines ou transcendantes à des phénomènes qui sont tout à fait rationnels, tout à fait explicables selon les lois de la nature. Et vous dites ça, on l'a déjà dans le traité politique et dans l'éthique de Spinoza. Exactement. C'est une des raisons qui fait la beauté de ce personnage de Tyrion Lannister, effectivement. Vous vous souvenez, j'en suis sûre, de la scène où Jaime est surpris par un jeune garçon. Donc on a un personnage, Lannister, un Lannister, une des familles, qui est surpris alors qu'il est en train d'avoir une relation sexuelle avec sa sœur. Sa sœur est reine. Et ils sont surpris par un jeune enfant, et Jaime va prendre la décision de pousser cet enfant en haut du haut de la tour pour le tuer. Alors évidemment... Je me souviens de ça. Oui. Alors évidemment, ça paraît pas trop moral. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de moral dans cette action ? Est-ce que vous pensez que la mort de ce jeune enfant est moralement autorisée ou non ? Kant dirait que le meurtre est injustifiable, et ceci quelles que soient les conséquences. Or, pourquoi Jaime tue cet enfant ? C'est que cet enfant, s'il divulgue le secret qu'il a surpris, il va créer une crise politique, le chaos. Parce que en révélant la nature de la relation entre Jaime et sa sœur Circé, il révèle aussi que les héritiers du trône ne sont certainement pas les fils du roi, ne sont donc pas des héritiers légitimes, donc ça va vraiment provoquer le chaos. Ce qui explique qu'au fond, le geste de Jaime n'est pas n'importe quel type de meurtre, on peut supposer qu'il réfléchit, il y a un moment, il commence d'abord par retenir l'enfant, et puis il y a un moment de délibération, et il choisit de le pousser. On peut trouver ça... Kant, s'il était spectateur de la série, s'il était devant la télévision, aurait probablement hurlé. Il n'aurait pas la télé, Kant. Il n'aurait pas... Non, c'est sûr, dans son emploi du temps qu'on trouve dans Thomas de Quincy, il n'aurait pas regardé la télé. Bentham, par contre, aurait compris qu'en tuant cet enfant, il agissait pour préserver la vie de tous ceux qui allaient être embêtés par Donc ça veut dire que celui qu'on présente dans la série et dans le livre aussi au départ comme le personnage le plus salaud, celui on n'a pas du tout envie d'être de son côté, en réalité est beaucoup moins machiavélique, pardon, je dis machiavélique, mais non, machiavélique sera pour autre chose, pour la politique. Disons qu'il est moins sombre, peut-être qu'il n'y paraît.